momento temos uma luta no Brasil do bem contra o mal. E nós sabemos que o bem sempre venceu. Brasil, acima de tudo. Luiz Inácio Lula da Silva! Essa bandeira não é de fascista. Essa bandeira é de quem trabalha. Essa bandeira é das mulheres, é dos negros. Essa mulher é da sociedade brasileira. Avec 213 millions d'habitants, le Brésil est la plus grande démocratie d'Amérique latine. Mais cette démocratie semble fragile. Seuls 37 ans ont passé depuis la fin de la dictature militaire. L'avenir de la République du Brésil est au cœur de l'élection présidentielle qui oppose les deux ténors de la politique. Le président sortant, Jair Bolsonaro, un ancien militaire ultra-conservateur, et Luiz Inácio Lula, un ancien ouvrier métallurgiste, homme de gauche, élu président de 2002 à 2010. C'est une guerre entre deux mondes. C'est un combat entre la démocratie et l'autoritarisme. Nous allons décider si nous sommes un pays qui défend la famille, qui défend la vie avant la conception, si nous sommes une nation chrétienne, ou si nous allons élire un traître à la tête du pays. La gauche limite son discours à un seul et unique thème, vaincre Bolsonaro. Je trouve que c'est une posture suicidaire. Esse povo vai voltar a comer 3 vezes por dia. De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? De mourir dans la rue. Olha aí, meu presidente. Olha o formigueiro. Olha o formigueiro, meu presidente. É muito motociclista, presidente. Esse é o Rio de Janeiro em apoio ao nosso capitão. Olha aí, ó. A mulherada na frente. Ces hommes et femmes sont les fidèles soutiens de Jair Bolsonaro. Ils représentent 30% de l'électorat brésilien. A importância do movimento, cara, é fazer com que a gente reeleja o nosso capitão. Entendeu? Vamos lutar, cara. Isso é o nosso foco. O foco principal é botar essa galera para poder chamar a atenção do mundo que o presidente é o cara que o Brasil quer no poder. Lucena, ancien militaire, passionné par les deux roues comme Jair Bolsonaro, a fondé un club de moto dédié au président dans le seul but d'organiser des parades à sa gloire. À chacune de ses sorties publiques, le chef d'État est acclamé par des milliers de partisans. Ce sont des manifestations qui cherchent à imiter les parades à moto de Mussolini, qui avait fait la même chose en Italie. Jair Bolsonaro joue sur la ressemblance avec ses partisans. Si on faisait de la psychanalyse, on pourrait parler d'identification narcissique avec ses partisans. Lorsqu'ils le voient au pouvoir, ils se voient eux au pouvoir. Je suis allé rencontrer le président l'année dernière pour lui demander de parrainer notre idée de motoclub. Quand je lui ai dit que le club pourrait s'appeler Brésil au-dessus de tout, le slogan des parachutistes de l'armée brésilienne, son slogan préféré, il a tout de suite dit « ça c'est du nom, vous pourrez compter sur moi ». Il m'envoie tous les jours beaucoup de vidéos pour que je les partage sur mes groupes de messagerie avec les autres motards.
Le président sait que je fais du bon travail, enfin je pense. Sinon, il ne m'écrirait pas autant, n'est-ce pas? Par exemple, rien que ce matin, il m'a déjà envoyé 4 ou 5 vidéos. Je pense qu'il voit en moi un allié de taille. Ô, meu capitão, bom dia. Nós estamos organizando mais uma motociata para apoiá-lo, como sempre, porque é o que nós acreditamos nas bandeiras Deus, Pátria, Família e Liberdade. Nós vamos priorizar e prestigiar as mulheres nesse 7 de setembro para, mais uma vez, quebrar mais uma narrativa criada que o senhor é machista. Lucena est un relais d'influence pour Jair Bolsonaro. Le président peut ainsi diffuser ses messages politiques auprès de la population. Aujourd'hui, sa préoccupation est la fraude électorale. Quando se fala, por exemplo, que o TSE está convidando 200 observadores internacionais, eu pergunto, vem observar o que aqui, se tudo é informatizado? Não tem como observar. Tá? O que nós queremos é a transparência eleitoral. E você pode ver, o nosso processo eleitoral, nenhum país da Europa tem. A América do Norte também. Tá? Nenhum país adota isso aí. Então é sinal que algo ainda não plenamente confiável existe nesse processo. Obrigado, presidente. Força e honra. Bolsonaro est à lui seul un vrai phénomène politique. Il a une capacité évidente à dialoguer avec la population. Ça, personne ne peut le nier. Il est charismatique et ses partisans adhèrent à 100% à son discours. Grâce aux messageries et réseaux sociaux, il arrive à atteindre beaucoup de monde, plus que lors d'un meeting par exemple. C'est quelque chose qu'aucune autre figure politique n'avait réussi à faire auparavant. As mídias tradicionais de esquerda diz que o Lula está na frente. Mas como que o Lula está na frente? Se o cara não pode nem sair na rua. Na sua opinião, se o presidente, caso venha a não vencer as eleições, o que você tem a dizer? Fraude. 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 Então acho quase que unânime. Acredito que ele ganha no primeiro turno com 82%. Sem sombra de dúvida. Acredito que Si jamais Bolsonaro n'est pas élu, j'irai au combat. Je ne laisserai pas mon pays tomber dans les mains du communisme. Jair Bolsonaro dit qu'il y a un risque de fraude du système de vote électronique brésilien. Mais il n'a aucune preuve de cela. Il répète ce mensonge sans cesse dans l'espoir que certaines personnes aient un doute sur la fiabilité du système de vote. Et une personne qui croit en cette théorie, c'est potentiellement quelqu'un qui va causer des troubles au lendemain de l'élection, qui va participer à une manifestation qui peut dégénérer en acte de violence. Tout cela peut être utile à Jair Bolsonaro s'il perd l'élection. Está atestado que as eleições brasileiras são limpas e são transparentes e que as urnas são auditáveis. Isto posto, eu lhe pergunto mais uma vez. O senhor vai assumir um compromisso diante de milhões de brasileiros de respeitar o resultado das urnas e estimular os seus seguidores a fazer o mesmo, candidato? Serão respeitados os resultados das urnas desde que as eleições sejam limpas e transparentes. Como você disse que são auditáveis, em 2014 não aconteceu isso. Mas tudo bem, vamos botar um ponto final nisso? Bolsonaro sait qu'il n'a pas le soutien de la majorité, mais il a le soutien d'une minorité conséquente. Il sait qu'il peut la mobiliser en sa faveur et c'est ce qu'il va faire. Je pense que le Brésil se prépare à vivre un épisode similaire à l'invasion du Capitole. Bolsonaro a permis à certains secteurs de la société d'exprimer leur violence sans aucune culpabilité. Nous parlons quand même de quelqu'un qui a soutenu une dictature, un régime d'extrême droite qui a réellement existé. Et sa façon de gouverner est une stratégie pour rendre ses soutiens de plus en plus autoritaires. C'est un projet qui vise à s'infiltrer dans la démocratie en la détruisant de l'intérieur. Jair Bolsonaro a 9 ans quand le pays bascule dans une dictature. En pleine guerre froide, les militaires, soutenus par la bourgeoisie et une partie de la classe moyenne, sont convaincus d'une menace communiste. En 1964, ils prennent le pouvoir lors d'un coup d'État. La dictature militaire va durer 21 ans.
exécutions, tortures. L'opposition est violemment réprimée. Jair Bolsonaro intègre cette armée à l'âge de 22 ans. Diplômé d'une école militaire, il gagne le grade de capitaine d'artillerie. Il est encore soldat quand la dictature prend fin en 1985. Bolsonaro est une figure organique de la dictature militaire. Il n'en représente pas le noyau décisionnel. Il représente les bas échelons, ceux que nous pourrions appeler le sous-sol de la dictature. C'est là que l'on trouve les tortionnaires. N'oublions pas que Bolsonaro fait partie de ces militaires qui considèrent que le haut commandement a trahi la dictature lorsqu'il a rendu le pouvoir aux civils. En conflit avec sa hiérarchie, Jair Bolsonaro est renvoyé de l'armée et se lance en politique à la fin des années 80. Son programme ? Augmenter le salaire des troupes. Il est élu conseiller municipal à Rio de Janeiro, puis devient député fédéral à Brasilia, grâce au soutien des militaires. Bolsonaro était à l'époque le seul militaire de la Chambre des députés. Il a toujours été très proche des militaires de la base. Les simples soldats, les caporaux, les sergents. Ça a toujours été sa niche électorale. Cet ancien militaire a partagé les bancs du Parlement avec Jair Bolsonaro dans les années 90. Il est l'un des plus fidèles députés bolsonaristes. Ensemble, ils défendaient les valeurs sécuritaires et le port d'armes. Quand je l'ai rejoint, on a encouragé de plus en plus de militaires à se présenter aux législatives. Et on a réussi à en faire élire beaucoup. Et c'est là que j'ai créé le lobby des armes, le plus grand groupe parlementaire de l'Assemblée aujourd'hui. Cette photo, c'était à la Chambre des députés. On posait pour les photographes. Ce geste imitant un fusil est devenu le symbole pro-armes de Bolsonaro, qu'il utilise encore aujourd'hui. C'est là que tout a commencé. Ce geste est devenu la signature de Jair Bolsonaro. Il l'affiche fièrement, même auprès des enfants. Il y a 4 ans, la défense du port d'armes était déjà un des piliers de sa campagne pour la présidentielle. Une fois au pouvoir, il a modifié la législation et le nombre d'armes enregistrées a quasiment triplé au cours de son mandat. Mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Povo armado jamais será escravizado. À Brasilia, la capitale, le lobby parlementaire des armes est plus puissant que jamais. Il regroupe 308 des 513 députés brésiliens. Parmi les membres actifs de ce groupe d'influence, l'une des rares femmes du cercle rapproché du président. La députée s'est installée dans l'ancien bureau de Jair Bolsonaro au Parlement. Ici, il y avait un coffre. Jair Bolsonaro y rangeait probablement son pistolet. Moi aussi, j'aimerais bien venir avec mon arme. J'ai le permis. Mais on n'a plus le droit de venir armé ici, depuis que des sénateurs se sont tirés dessus. Enfin, depuis qu'un sénateur en a tué un autre. Ça, c'est la première photo que le président a accrochée au mur. C'est Figueiredo, le dernier président du régime militaire. Et c'est quelqu'un que Bolsonaro a connu personnellement. Ensuite, il a décidé de rajouter 5 autres présidents militaires. J'ai gardé sa décoration telle qu'elle. Et cette photo, là-bas, c'est moi qui l'ai ajoutée. C'est le 6e président militaire du Brésil. Le fait que la députée Carla Zambelli ait accroché le portrait de Jair Bolsonaro à la suite des présidents militaires montre exactement qui sont ces modèles et ce à quoi il veut revenir. Alors, est-ce qu'il veut revenir à la dictature militaire de 1964 telle qu'elle? Non. Il sait que ce n'est pas possible, mais c'est son modèle. Il veut arriver à établir quelque chose de similaire, mais adapté aux circonstances actuelles. Sous Bolsonaro, 7000 militaires occupent des postes de premier et de second niveau au sein du gouvernement fédéral.
Dans les faits, ce gouvernement est un gouvernement militaire au sens propre du terme. Le projet bolsonariste est un projet autoritaire, dans le sens où il reprend les bases du fascisme brésilien. Il faut bien se rendre compte que dans les années 30, le fascisme a bien existé au Brésil. Le parti fasciste brésilien comptait 1 200 000 membres. Son nom était l'Action intégraliste. Et Bolsonaro, lui, a repris le slogan de ce parti, Dieu, patrie, famille. Il n'y avait plus d'extrême droite au Brésil depuis la fin de la dictature militaire. Aujourd'hui, si on considère que l'extrême droite brésilienne consiste à anéantir ses adversaires, discriminer les religions non chrétiennes et les populations LGBT, alors oui, Jair Bolsonaro est d'extrême droite. Dieu, famille, patrie, les 3 piliers du programme de Jair Bolsonaro. Pour nous, les lignes directrices du conservatisme sont les suivantes. On est pour la méritocratie, pour un État faible, on est contre l'avortement, contre la légalisation des drogues, contre la théorie du genre. En résumé, on suit les 10 commandements. Le conservatisme a beaucoup à voir avec le christianisme et avec Dieu. Le Brésil est une république laïque. Pourtant, sous le gouvernement de Jair Bolsonaro, des pasteurs évangéliques ont pris des postes clés au ministère de l'Éducation et au ministère de la Famille. Traditionnellement catholique, le Brésil compte désormais 40% d'évangéliques. Les églises pentecôtistes, ultra-conservatrices, sont très influentes. En 2018, elles avaient appelé leurs fidèles à voter pour Jair Bolsonaro. À quelques semaines des élections, ce grand rassemblement annuel des évangéliques s'est transformé en une tribune politique. Excelentíssimo Senhor, Presidente da República, Jair Bolsonaro! O querido pastor Silas Malafaia. Sur scène, le président Jair Bolsonaro est accompagné d'un soutien de taille, Silas Malafaia, l'un des pasteurs les plus célèbres du pays. Boa tarde, povo abençoado de Deus! À la tête de l'une des plus grandes églises évangéliques du Brésil, Silas Malafaia est suivi par près de 4 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ce fervent conservateur, ouvertement homophobe, a toujours affiché son soutien à Jair Bolsonaro. Nós vamos orar em favor do presidente. Eu estou falando da gente interceder pelas autoridades para que temos uma vida quieta e sossegada. Ou alguém aqui quer bagunça? Ou alguém aqui quer comunismo? Ou alguém aqui quer desgraça? Quer a igreja fechada? Eu declaro que nós não vamos ter mais corruptos governando esse país. Nós não vamos ter gente que odeia família, casamento, que quer destruir crianças. Nós declaramos, Senhor, que o Brasil é do Senhor Jesus. Nós abençoamos o presidente da República. Pour séduire cet électorat religieux, Jair Bolsonaro, d'origine catholique, s'est converti au protestantisme évangélique. Cette année, il s'appuie sur son épouse, Michelle, pratiquante et très populaire dans cette communauté.
Il y a un événement crucial qui montre bien la relation de Michelle Bolsonaro entre la foi et le pouvoir. Elle a organisé au sein même du palais présidentiel un culte évangélique. Son but était, à travers des prières, de bénir cet espace politique. Tout cela soulève bien entendu la question de l'État laïque au Brésil et des limites de la place de la religion dans ces espaces. Très discrète lors du premier mandat de son mari, elle occupe désormais le terrain politique. Michelle Bolsonaro met à profit sa maîtrise des codes oratoires évangéliques. E eu vou louvar o nome do meu Senhor até o último fôlego de vida. E nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo. E vamos declarar que essa nação pertence ao Senhor. E as portas do inferno não prevalecerão contra a nossa família, contra a igreja brasileira e contra o nosso Brasil. Elle joue sur les émotions des fidèles. Quand elle fait référence au camp adverse, elle annonce une menace qui risquerait d'anéantir l'existence même de la société, de la famille, des valeurs traditionnelles. Il y a une division entre le bien d'un côté, le mal de l'autre, chaque fois qu'un projet autoritaire se met en place. Donc, en parlant de bien et de mal, on transforme un simple adversaire politique, parce qu'en démocratie, nous n'avons que des adversaires, en un ennemi. Et en faisant ça, c'est la démocratie elle-même qu'il met à mal. Un parlementaire a été la cible de cette violence politique. En 2018, après l'élection de Jair Bolsonaro, Jean Willis de Matos Santos est menacé de mort. Il décide de renoncer à son mandat de député et s'exile en Espagne. Je peux dire avec certitude que mon exil est directement lié à Jair Bolsonaro. Je suis parti quand il est arrivé au pouvoir. J'avais la certitude que sous son mandat, je ne resterais pas longtemps en vie. Je savais qu'il dirigerait un gouvernement autoritaire, un gouvernement mortifère. Jean Willis de Matos Santos a partagé les bancs du Parlement brésilien avec Jair Bolsonaro quand celui-ci était député. Ce militant LGBT, homme de gauche et soutien de Lula, a été sa bête noire. Je me suis exilé à cause des nombreuses menaces de mort que je recevais depuis le début de mon mandat de député. Toutes ces menaces avaient un lien avec Bolsonaro, parce qu'elles émanaient de l'extrême droite, et que Bolsonaro en était la figure principale. Il était le catalyseur de l'extrême droite. Cet homme m'avait choisi comme son ennemi. Je pense que le fait de me voir, moi, homosexuel assumé, avoir les mêmes pouvoirs que lui à la Chambre des députés, était pour lui une insulte, une offense. Quando perde a razão, fica acusando de homofóbico. Agora, gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta. O senhor se considera homofóbico? Sim, para defender a família. Tem imunidade para falar que sou homofóbico, sim. Com muito orgulho, se é para defender as crianças na escola. Bolsonaro représente le pire du Brésil. Dans cette élection, Lula joue un rôle de sauveur. Je n'aime pas trop utiliser cette idée de héros de la nation, mais je ne le vois pas autrement dans les circonstances actuelles. Il a une volonté de réconcilier, de créer un rempart démocratique contre le fascisme. C'est pour ça que cette élection est si exceptionnelle. Tous les espoirs reposent sur Lula, tous. Aujourd'hui, même si nous parlons beaucoup de politique, de la dispute entre Lula et Bolsonaro,
de la polarisation qui touche le pays, dans les faits, nous sommes de plus en plus dépolitisés, parce que nous ne parlons ni de programmes, ni de projets concrets. Ce ne sont pas ces choses-là qui sont en jeu dans l'élection. Ce qui est en jeu, ce sont ces deux figures. C'est ce qu'on appelle le personnalisme, et cela consiste à résumer la politique, non pas à des questions idéologiques, ni à des partis, mais à des figures presque messianiques, qui représenteraient une solution, un salut. O orgulho do nosso Brasil, o presidente da democracia, com vocês, Luiz Inácio Lula da Silva! Nós precisamos resgatar essa bandeira, que essa bandeira é desse país. Essa bandeira não é de fascista, essa bandeira é de quem trabalha, essa porque é das mulheres, é dos negros, essa mulher é da sociedade brasileira. En 2018, l'ex-président n'avait pas pu se présenter contre Jair Bolsonaro. Il était alors en détention, condamné à 12 ans de prison pour corruption et blanchiment d'argent. Il sera libéré 1 an plus tard sur décision de la Cour suprême, mais l'image de l'ex-président Lula reste abîmée. Pour ce qui est de la question que tout le monde se pose, à savoir Lula est-il coupable ou non, la justice ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Ce que la Cour suprême a en revanche déclaré, c'est que le procès a été conduit à charge, de manière partiale par le juge, et que par conséquent, il n'a aucune valeur juridique. Mais ça ne veut pas dire que les preuves et les témoignages collectés contre Lula lors de l'enquête sont invalidés. Je pense que c'est dans ce contexte que Jair Bolsonaro a réussi à attirer beaucoup d'électeurs. Il y avait un ras-le-bol vis-à-vis des scandales de corruption, vis-à-vis de la gauche au pouvoir et vis-à-vis de la classe politique en général. Et lui, il est arrivé avec un discours politique anti-système qui a marché. De nouveau éligible, Lula revient dans la course à la présidentielle à 76 ans. Il s'efforce d'effacer cette image entachée et de rappeler qu'il est un homme du peuple. Eu sou torneiro mecânico. Eu sou retirante nordestino que vim para São Paulo em 1952. Há 70 anos atrás eu vim para São Paulo, sabe por quê? Por causa da fome. Eu vim para São Paulo por causa da fome, porque lá em Caetés a gente não tinha o que comer. Pois bem, 70 anos depois do PT ter acabado com a fome neste país, a gente percebe que 33 milhões de brasileiros vão dormir sem ter o que comer. Como é que pode um país que é o maior produtor de carne do mundo, as pessoas precisarem ficar fila para pegar um osso para levar para casa? On entend souvent dire que Lula symbolise plus le passé que le futur du Brésil. Depuis le début de sa campagne, Lula ne donne aucune information concrète sur la politique qu'il va mener s'il est élu. Il répète toujours « Si vous voulez savoir ce que je vais faire, eh bien regardez ce que j'ai fait par le passé ». Sauf que concrètement, s'il est élu, il va devoir gouverner un pays en crise économique. C'est une situation complètement différente de celle des années 2000, lorsqu'il était au pouvoir. S'il a pu faire tout ce qu'il a fait à l'époque, c'est parce que le contexte économique était très favorable, grâce au boom des matières premières. Entre as prioridades de meu governo, programa de segurança alimentar, que leva o nome de Fome Zero. Todo mundo tem direito a trabalhar, pra todo mundo ter direito de comer. Todo mundo tem direito de doar, todo mundo. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida.
La mesure phare de ce programme social, la bourse pour la famille. Une aide mensuelle distribuée à 14 millions de familles pauvres et conditionnée à la scolarisation de leurs enfants. Grâce à ces mesures sociales, Lula a gagné l'adhésion d'une grande partie de la population pauvre dans tout le Brésil. Ce sont des gens qui ont enfin pu avoir accès à certaines denrées alimentaires, comme du yaourt ou de la viande, qui pouvaient faire des barbecues le week-end. Pour eux, c'était un luxe. 20 ans ont passé depuis la première élection de Lula et la mise en place de la bourse pour la famille. Éradiquée en 2014, la faim est de retour. 60 millions de Brésiliens sont aujourd'hui en situation d'insécurité alimentaire. Dans la périphérie de Sao Paulo, des centaines de familles ont désormais recours à des distributions de plats chauds pour s'alimenter. Guilherme Boulos est l'un des principaux leaders de la gauche brésilienne. Il coordonne la campagne de Lula dans l'État de Sao Paulo. On dit de lui qu'il est son héritier politique. Levei o Lula para comer numa cozinha que a gente fez lá em Santo André. Ele comeu, ele gostou. Falei, Lula, ó, isso aqui depois de você ganhar ano que vem, tem que virar política pública para ter em tudo quanto é canto. O que fizeram com o Lula foi uma injustiça. Uma safadeza, meu. Foi para tirar ele da eleição porque ele ia ganhar do Bolsonaro. E olha, gente, essa é a 34ª cozinha solidária que nós estamos inaugurando no Brasil. No Brasil. Um movimento social fazendo o que o governo devia fazer e não faz. E se a gente quer mudar, nós vamos fazer a cozinha, fazer a nossa parte, mas no dia 2 de outubro nós temos que eleger o Lula e tirar o Bolsonaro da presidência da República. Aqui quem manda na parada toda, né? Qual que é o cardápio hoje? Hoje vai ser galinhada. 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 Si la faim est de retour au Brésil, ce n'est pas à cause d'un phénomène conjoncturel comme la pandémie, l'inflation ou quoi que ce soit d'autre. C'est bien parce que Bolsonaro a détruit les politiques sociales. Lula avait par exemple créé un organisme très efficace, la Compagnie nationale de fourniture d'aliments. Cet organisme stockait des produits alimentaires de base comme le riz, les haricots, le maïs, et en cas d'inflation, ces produits étaient réinjectés sur le marché au prix d'achat initial. Et ça permettait de faire baisser le prix général de ces denrées sur le marché. Or Bolsonaro a mis fin à cet organisme. Aujourd'hui, Lula sait bien qu'il ne suffit pas de vaincre Bolsonaro. Il y a un pays tout entier à reconstruire, un pays en ruine. Sonia et son mari, Aparecido, viennent pour la première fois chercher un repas. Ils font partie de ces Brésiliens déclassés. En 2018, mon mari avait un bon salaire. On avait 2 voitures à l'époque, une chacun. On avait une belle vie. Mais maintenant, on se demande si on va pouvoir manger demain. J'ai commencé à comprendre que tout ce qui nous arrive dépend du gouvernement en place. Parce qu'à l'époque de Lula, j'ai pu m'acheter une machine à laver pour la première fois. J'ai pu m'acheter une télévision en couleur, alors que c'était quelque chose que seuls les riches possédaient. Je vous raconte ce que j'ai vécu, pour de vrai. Quand Lula était président, on avait les moyens de s'acheter ce dont on avait besoin. On avait de quoi manger. À l'époque, on faisait partie de la classe moyenne, petite classe moyenne. Mais on avait des perspectives d'ascension sociale. Aujourd'hui, on est redescendu, en bas de l'échelle, tout en bas. Ó, quem vai jantar, vem tirar a janta. Saiu do banheiro de sono. Oscilação?
Ó, é aqui. Ah, é por causa do micro-ondas. Não, João, não exagera. Ele falou que a emissão aumenta, né? De quoi avez-vous le plus peur aujourd'hui? J'ai peur de mourir dans la rue. Et je crois que je n'en suis pas loin. La présidence de Bolsonaro a été marquée non pas par ce qu'il a fait, mais par tout ce qu'il a détruit, même ce qui était solidement établi. On pensait que la bourse pour la famille mise en place par Lula était gravée dans le marbre, que la redistribution ne dépendrait pas des gouvernements au pouvoir, mais Bolsonaro l'a supprimée. C'est dans la région la plus pauvre du Brésil que les deux candidats vont s'affronter à quelques mois du premier tour. Le Nord-Est pourrait faire pencher le résultat des élections. Il compte 40 millions d'électeurs, un tiers des votants. Pour les convaincre, Jair Bolsonaro veut faire oublier la politique néolibérale sur laquelle il a été élu et vient annoncer des mesures sociales. Aujourd'hui, il vient chasser sur ces terres traditionnellement acquises à Lula. Como a imprensa está anunciando que o Auxílio Brasil vai passar de 400 para 600 reais. É o governo entendendo o sofrimento dos mais humildes e dessa forma buscando atender a todos. Para receber as chaves da unidade, a senhora Serlei Silva Soares e família. Bom dia, Gisele é um grande sonho. E obrigado, presidente, por você vir realizar esse sonho da vida. E eu já estou com ordem de despejo da minha casa. E eu rezando, Jesus, já mostra a luz. O presidente vem entregar. Obrigado, presidente. Serlei fait partie des bénéficiaires chanceux de ce programme d'acquisition d'un logement social. Pour l'équivalent de 25 € par mois, dans 10 ans, elle deviendra propriétaire. Avant, je soutenais Lula. Je votais pour lui. Mais cette année, je vais voter pour Bolsonaro, car il m'a donné mon appartement. Toute ma famille vote pour Lula. Il n'y a que moi qui soutiens Bolsonaro. Quand ils ont vu mes photos à côté du président, ils m'ont critiqué. Mais moi, je leur ai répondu. Vous savez quoi? Bolsonaro est arrivé quand j'avais besoin de lui, pour me donner mes clés. Titia Sidilene vai vir pra cá e a vizinha também. Na tua casinha nova, bem arrumadinho. Boa tarde. Amiga. Tudo bem? A gente trouxe só pra gente tomar um café. Vai morar na nossa casa pra gente tomar um café. Bora! E aí, Silvia, você está gostando, porque nós estamos amando nossa nova moradia. Minha filha, eu ainda saímos dos aluguel, né? Graças a Deus. Deus é bom. Avant, avec 20 centimes d'euros, des œufs, on en achetait 5. Aujourd'hui, on n'en achète qu'un. Tout a augmenté. Quand Lula était président, tout était moins cher. Et vous allez quand même voter pour Bolsonaro? Oui, parce qu'il m'a donné ma maison. Le fait que les gens votent pour remercier les politiciens, c'est l'expression même du clientélisme à la brésilienne. C'est une culture politique qui repose sur des faveurs.
C'est-à-dire qu'une partie des électeurs, ceux qui sont défavorisés, pensent que les programmes sociaux dont ils bénéficient sont une faveur du président. Or, c'est une chose à laquelle ils ont droit. Ces gens ont l'impression qu'ils doivent remercier le président pour cette faveur. Tout cela transforme la politique en une relation affective, émotionnelle. Ce que Bolsonaro cherche à faire dans le Nord-Est, c'est convaincre le plus de pauvres possible de voter pour lui. Juste de quoi aller au deuxième tour. Il sait que Lula sera largement majoritaire dans cette région, mais il veut diminuer cette marge. Le Nord-Est est la terre natale de Lula. Elle est aussi celle des peuples indigènes. Victimes de la politique de Jair Bolsonaro, ils tentent de protéger leur culture et leur identité. Au cours des 4 dernières années, l'accaparement des terres indigènes a triplé. Les leaders de ces peuples ont choisi leur candidat, Lula. Não vai ter mais garimpo invadindo terra dos indígenas nesse país. Esse país não vai mais ver o desmatamento que eles estão fazendo e a quantidade de agrotóxicos que estão sendo colocados na lavoura brasileira. Esse país pode ser civilizado. Então eu queria terminar dentro de vocês. Acreditem, eu tenho uma causa. Boa tarde a todos e todas! Quem é Lula, levanta a mão aí! Vamos botar pressão nesse estado! Hoje quero lhe dizer que essa bandeira linda que nós temos, brasileira, está manchada de sangue. Manchada de sangue por esse genocida que aí se encontra, matando não só os povos indígenas, matando os ribeirinhos, matando os lutadores que defendem a Amazônia. Diga ao povo que avance! É Lula, é Danilo e é todo esse time aqui para mudar esse país. Dès son arrivée au pouvoir, au nom du développement économique, Jair Bolsonaro poursuit un programme de conquête de l'Amazonie, déjà initié sous la dictature militaire. Cette politique donne carte blanche aux grands propriétaires terriens pour continuer à exploiter les sols de la forêt amazonienne. Ao longo de 28 anos dentro da Câmara, eu acompanhei, e mais do que isso, eu acredito que 100% votei com a bancada ruralista. E dizer que esse governo aqui é de vocês. Lors de sa première année de mandat, 13 000 km² de forêt ont ainsi été rasés. C'est 20% de plus que lors des années précédentes. En mai 2020, au cours d'un conseil des ministres, Ricardo Salles, alors ministre de l'Environnement, affiche ses intentions quant à l'avenir de la forêt amazonienne. Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada, e mudando todo o regramento, e simplificando normas, de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos. Acho que isso dá pouco a dimensão. Vous comprenez mieux que la situation est tragique en ce qui concerne la préservation de l'environnement au Brésil. Le gouvernement Bolsonaro s'inscrit tout simplement dans la continuité de l'histoire coloniale du pays qui considère que la nature est un petit bosquet que l'on peut raser. On peut exploiter, se servir des richesses naturelles au nom du développement. Sauf que ce développement est indissociable de la destruction. Bolsonaro
Bolsonaro a détruit tous les mécanismes de protection de l'environnement du Brésil. Il les a anéantis. Tout cela a pour conséquence non seulement la destruction du plus grand patrimoine du Brésil, notre patrimoine environnemental, mais c'est aussi une manière de dire « vous avez carte blanche pour tuer les populations indigènes, vous ne serez pas poursuivis ». Les gens que Bolsonaro a placés à la tête des organes de protection de l'environnement sont des colonels ou même de simples soldats. Ils ont clairement dit vouloir mettre le feu à des maisons traditionnelles indigènes, à leurs terres. Ces gens étaient là pour ça, ils avaient l'autorisation, la procuration du gouvernement pour le faire, parce que le gouvernement Bolsonaro autorise ce genre de choses. Ce bilan environnemental a valu à Jair Bolsonaro de perdre une partie de ses soutiens au sein de l'élite économique. Pedro de Camargo fait partie des riches propriétaires terriens qu'il avait soutenus en 2018. En 2020, j'ai rompu radicalement avec le gouvernement Bolsonaro à cause de sa gestion catastrophique en termes d'environnement, en particulier en ce qui concerne l'Amazonie. Moi, je veux vivre dans un pays qui respecte les lois. Or, en Amazonie, les lois ne sont clairement pas respectées. En plus, Jair Bolsonaro n'a pas cessé de critiquer les institutions démocratiques, notamment le système de vote électronique qu'il accuse de ne pas être fiable. C'est à cause de tout cela que nous, la société civile, nous nous sommes réunis pour défendre la démocratie. Nous exigeons que le résultat de l'élection soit respecté. 2 mois avant l'élection, 3000 chefs d'entreprise, banquiers et juristes se mobilisent. Ils ont signé un manifeste pro-démocratique dans lequel ils dénoncent les attaques de Jair Bolsonaro contre le système électoral. Em vigília cívica contra as tentativas de rupturas, bradamos de forma uníssona. Estado democrático de direito sempre! O ex-ministro do Tribunal Superior Militar, Flávio Flores da Cunha Biernat. Neste momento, deveríamos ter o ápice da democracia. Ao invés de uma festa cívica, estamos passando por um momento de imenso perigo para a normalidade democrática. Risco às instituições da República, insinuações de desacato ao resultado das eleições. Ataques infundados e desacompanhados de provas questionam a lisura do processo eleitoral e o Estado democrático de direito tão duramente conquistados pela sociedade brasileira. Je vois des ressemblances sociologiques et politiques entre l'époque actuelle et l'année du coup d'État militaire. Même si nous avons aujourd'hui des bases démocratiques, même si le Parlement est libre, même s'il n'y a pas de censure, une menace plane, la menace de replonger dans un sombre passé. Aujourd'hui, je trouve que la société civile est plus mobilisée que jamais. Je vois que beaucoup de gens qui ont des opinions politiques différentes réussissent à s'unir au nom de la liberté. Malgré le rejet de Jair Bolsonaro, le candidat Lula ne fait pas l'unanimité dans les rangs démocrates. Je trouve que Lula, c'est du déjà-vu. C'est le passé. Il se présente à toutes les élections qui existent depuis 1982. Quand il mourra, son parti mourra avec lui.
Dans cette élection, Lula tente d'unir un front républicain pour défendre la démocratie, comme c'est arrivé dans d'autres pays, en France ou aux États-Unis par exemple. Ce n'était pas un vote d'adhésion pour Macron ou pour Biden, c'était un vote contre l'autoritarisme. Dans tous les pays gouvernés par l'extrême droite, comme la Pologne et la Hongrie, nous avons clairement vu que c'est lors du second mandat que ces leaders détruisent pour de bon ce qu'il restait de la démocratie libérale. La seule chose qui pourrait faire barrage au bolsonarisme, c'est un autre projet de société, mais pour l'instant, Lula et la gauche ont été incapables de le proposer. Que ce soit clair, même si Bolsonaro perd cette élection, il ne sera pas vaincu. Le bolsonarisme perdurera. Et comme ce mouvement n'a aucun respect des règles démocratiques, il va faire des coups bas. On pourrait même vivre quelque chose de similaire à ce qu'il s'est passé au Capitole, à Washington. Ici au Brésil, ce serait une invasion de la Cour suprême ou de la Chambre des députés. En seulement 4 ans de mandat, le président Jair Bolsonaro aura réussi à faire vaciller la fragile démocratie brésilienne. Les partisans de l'ancien militaire et ceux de l'ancien ouvrier sont définitivement irréconciliables. Le vainqueur de ce duel devra reconstruire un pays polarisé et à l'économie exsangue.